Bonsoir à tous. Comment améliorer la sécurité dans le quartier de la Gare du Nord? On va débattre de cette question ce soir dans Plus d'actu. Après la mort du policier Thomas Montjoie, après l'évacuation du squat de la rue des Palais, quelle est la situation aujourd'hui? Place Litz, rue de Brabant, rue d'Arscott, dans la Gare du Nord elle-même. Est-ce qu'il s'agit toujours de zones sous tension? Quels seraient les moyens d'améliorer la sécurité dans ce quartier? Faut-il interdire l'alcool, fermer les établissements suspectés de blanchiment, multiplier les contrôles? Qu'est-ce qui marche? Qu'est-ce qui ne marche pas? Et surtout, quels sont les effectifs policiers qui seraient nécessaires? Nous allons nous poser toutes ces questions ce soir. Voilà, et nos invités ce soir, ce sont Cécile Jodogne, bourgmestre faisant fonction de la commune de Schaerbeek, membre de Défi, bonsoir. Bonsoir. Et le commissaire Olivier Sloss, chef de corps de la zone de police Bruxelles-Nord, zone où il y a donc Schaerbeek, mais aussi Saint-Josse et Evere. Pour planter le décor, je vous propose de remonter un petit peu en arrière. Il y a à peu près 2 mois, le 28 mars, ce jour-là, il y a un petit groupe d'habitants et de commerçants de la rue Brabant qui organisait un petit rassemblement. Pas contre la police, précisait-il, mais pour que la police obtienne suffisamment de moyens pour intervenir davantage. On va écouter Thierry Balza, c'est l'un des organisateurs de ce rassemblement. Il était interrogé à l'époque par Maël Arnold-Dussen. Matin, midi et soir, c'est des agressions perpétuelles, c'est des cris, c'est du racket. Et donc, nous, habitants, nous devons subir ça toutes les nuits, mais les commerçants de la rue de Brabant le subissent toute la journée. On a peur pour nos enfants, on a peur pour nos familles, les commerçants ont peur pour leur vie et ont peur pour leurs clients. Donc en fait aujourd'hui les habitants et les commerçants du quartier nord, que ce soit de Saint-Jean ou de Schaerbeek aujourd'hui, sont épuisés, on a peur. Et aujourd'hui on n'a plus de solutions, ça fait des années qu'on nous balade, qu'on nous promet monts et merveilles des solutions, il n'y a pas. Aujourd'hui nous demandons de véritables moyens et si le fédéral nous dit qu'ils n'ont pas les moyens de leurs ambitions pour éradiquer effectivement cette criminalité, nous demandons au fédéral de libérer effectivement des hommes au niveau de la réserve nationale. Alors, on va revenir un petit peu en détail sur ce qui vient d'être dit. Je voudrais d'abord un constat avec vous, Olivier Sloss, et puis on demandera l'avis de Cécile Jodogne juste après. Où est-ce qu'on en est de la criminalité? Alors, il y a eu l'assassinat de Thomas Montjoie, ça a évidemment été un choc pour toute la zone de police. On a la présence d'une gare, on a parlé de la prostitution, il y a du trafic de drogue, des sans-papiers. C'est vraiment un quartier dangereux ou c'est un quartier sur lequel on a encore un relatif contrôle du point de vue de la police? C'est un quartier où beaucoup de public se rencontrent ou partagent l'espace avec des problématiques très différentes, mais qui se télescopent en fait. Des gens sans papier, des gens avec papier, mais tout ça mélangé aussi à la présence de moyens, de substances qui alternent le comportement. Hein. Donc il y a les drogues, il y a l'alcool, le gaz hilarant, etc. Donc il y a pas mal d'éléments qui font que quand il y a un problème, on constate qu'il y a parfois un peu plus de violence parce que les comportements sont parfois très compliqués. Ouais. Vous diriez que la violence, ou en tout cas l'agressivité, ont augmenté ces dernières années dans ce quartier? Tout le monde qui côtoie le quartier sait qu'il a évolué et pas dans le bon sens. C'est vrai que cette concentration de différents problèmes sociétaux fait que quand ça se passe, que ça peut être problématique. Est-ce que vous avez des chiffres sur la criminalité, les opérations que vous menez, éventuellement les arrestations quartier par quartier? Au Parlement bruxellois, rue du Vervant, il y a quelques mois, il a laissé entendre que la délinquance était plutôt en diminution ces dernières années dans ce quartier. C'est vrai ou pas? On a constaté effectivement, fin de l'année dernière, qu'il y avait une diminution de la criminalité. Mais entre-temps, on voit que les taux sont revenus quelque part à ce qu'il y avait avant. Les faits restent bien présents. Maintenant, je crois que des chiffres de criminalité, c'est une chose. Et puis, il y a le ressenti des gens. Et donc, des interviews comme ça, c'est important aussi parce que même quand il y a quelque chose qui se passe, il faut se sentir en sécurité dans son environnement. Et c'est pour ça que, justement, on travaille plus d'une façon du bas vers le haut, avec les acteurs de terrain, quelque part pour renforcer aussi les ressources qui se trouvent déjà dans le quartier. Alors, je me tourne vers la bourgmestre Cécile Jodogne. On a entendu un témoignage d'un habitant. On nous a promis beaucoup, rien ne se passe. On sait que le problème est relativement ancien et on a le sentiment, si on prend cet habitant au pied de la lettre, que
il y a une relative désillusion, voire une relative déception de se dire on connaît le problème et il n'y a rien qui peut réellement le résoudre. C'est effectivement un problème ou des problèmes qui sont constatés depuis de nombreuses années et il y a des sonnettes d'alarme qui ont été activées déjà depuis bien longtemps et encore récemment. Donc oui, bien sûr, en effet, c'est un quartier où il y a des soucis, où il y a un sentiment d'insécurité malheureusement qui croît, même si il y a eu des efforts, on l'a souligné il y a quelques mois, qui ont donné des effets. Mais c'est vrai qu'il y a un sentiment un petit peu de déception, parfois même de désespoir ou d'exaspération. C'est bien pour ça, en effet, que je pense qu'il est indispensable que ce soit des mesures structurelles qui soient mises en place pour pouvoir, sur le moyen et le long terme, apporter des solutions durables. Ce que vous appelez une mesure structurelle, c'est quoi ? Mais donc, c'est évidemment travailler à la base, par exemple, que la police fédérale ait les moyens de faire ses missions au niveau de la gare, par exemple, que la politique migratoire puisse enfin apporter des solutions à la crise de l'accueil et que donc ce public qui est présent aussi à la gare du Nord n'y soit plus et ait un lieu d'hébergement et les moyens, enfin tout ce que l'État est censé leur apporter. Il y a un gros travail qui est fait au niveau du sans-abrisme en région bruxelloise qu'il faut pouvoir renforcer. Et il y a aussi surtout la justice qui doit pouvoir avoir les moyens de faire son travail parce que la police fait son travail, le fait plutôt bien, la police locale est très présente, mais là aussi, il y a un sentiment un petit peu de désespoir. Et je voudrais juste terminer en disant que je pense vraiment donc que si chaque acteur, le niveau fédéral, le niveau régional en partie, la commune et tous les acteurs remplissaient leur mission, ça irait mieux. Et là, je vis surtout au niveau fédéral, donner des moyens. Le fédéral, on se rappelle qu'à plusieurs reprises, les 3 bourgmestres de la zone ont un peu tiré le signal d'alarme, que vous aviez envoyé des courriers à la ministre de l'Intérieur, que vous demandiez des renforts et que vous expliquiez, non, à la gare du Nord, il y a un vrai problème, la sécurité n'y est plus assurée. Et ça rejaillit sur les rues adjacentes, donc sur le quartier Nord. Est-ce que la ministre vous a entendu? Est-ce qu'il y a eu des renforts à la gare du Nord du point de vue de la police fédérale, de la police des chemins de fer ou pas? Alors, la police fédérale est disponible quand on l'appelle, quand la zone a besoin d'un renfort, sauf exception si elle-même est fort mobilisée, il y a une réponse. Mais de nouveau, ce qu'on voudrait, c'est une réponse structurelle. Qu'on rouvre le commissariat qui était dans la gare du Nord et que la gestion de la gare soit gérée par la police des chemins de fer, que, effectivement, donc, de ce point de vue-là, il y a une demande. Et alors, plus structurellement, qui est un refinancement des zones de police urbaines, et là je ne parle pas que pour Bruxelles, il y a cette nécessité de réinvestissement au niveau de la police. Mais la justice est un élément essentiel. On y reviendra tout à l'heure. Je reste un instant sur la police, parce qu'on a fait un débat il y a une dizaine de jours avec vos collègues de la gare du Midi, donc de la zone Midi, et le bourgmestre d'Anderlecht, et il disait aussi il faut clarifier la situation dans la gare et ouvrir un poste de police dans la gare du Midi. Donc j'entends la même proposition de la part de Cécile Jodogne. Ce serait important qu'il y ait une visibilité policière et un poste de police dans la gare du Midi? Oui, absolument. La gare du Nord est la plus grande gare de Belgique en termes de voyageurs. Donc, la gare du Nord, oui. La gare du Nord, oui. C'est un aspect d'image de Bruxelles, même de Belgique. Et donc, je crois que c'est pour les gens qui viennent d'ailleurs, comme touristes, mais aussi les gens qui viennent travailler tous les jours de partout dans le pays. Je crois que c'est important de pouvoir, dans leur première démarche à Bruxelles, là où ils arrivent, pouvoir compter sur la sécurité et d'avoir une police accessible tout près. Et une gare est quand même un microcosme particulier avec je veux dire, des besoins particuliers. Il y a des commerces, il y a des gens qui passent, il y a des gens qui traînent, il y a un peu de tout. Il y a la législation spécifique liée au transport ferroviaire, etc. Donc voilà, exactement. Ouais. Et les pickpockets éventuellement aussi dans une gare. Je voudrais qu'on parle un instant du trafic de drogue, Olivier Stoss, qu'on en a beaucoup parlé ces derniers mois. On a parlé du crack et on a parlé d'une sorte de dumping sur la cocaïne et même de règlement de compte lié au trafic de cocaïne avec des importations toujours plus importantes au port d'Anvers. Ça se ressent dans ce quartier de la gare du Nord ou pas? Tout à fait. Hein. C'est ce que je disais au début. Je veux dire, la présence de personnes est une chose, la présence de personnes en détresse, c'est une autre. Et puis, ajouter à ça
ça des moyens, qu'ils soient illicites ou légaux, hein, parce que si ce n'est pas des stupéfiants, c'est de l'alcool, c'est de la colle, c'est du gaz hilarant, etc. Et donc c'est des gens qui sont à la recherche de ou en telle détresse qu'ils prennent ce genre de substances, et donc leur comportement en subit les conséquences. Ouais. Est-ce que ça veut dire que c'est un territoire où il y a beaucoup de deals et où il y a une partie du public qui vient dans ce quartier-là pour consommer? Oui, tout à fait. Hein. Une fois que c'est connu, je veux dire, l'accessibilité aux substances, elle est clairement là. Hein. Donc, mais il y a, les quartiers sont... il y a une forte présence de stupéfiants dans tous les quartiers. Ça se ressent là-bas aussi, où il y a un marché, et en plus un marché avec des gens en précarité, donc un marché où ça ne coûte pas grand-chose. Et donc c'est les moyens qui vont avec, qui sont présents dans ce secteur-là. Ouais. Est-ce que l'augmentation de la précarité se fait sentir dans ces quartiers? On parle du quartier nord d'une manière générale, donc ce qui est vrai pour Schaerbeek l'est probablement aussi pour Saint-Josse, voire pour une partie de Bruxelles juste à côté. Hein. Tout à fait. Donc surtout côté Saint-Josse, évidemment, parce que c'est un quartier très dense, avec beaucoup d'habitats, beaucoup de commerces, avec des activités effectivement comme la prostitution, l'axe commerçant très important. Mais oui, bien sûr, on constate malheureusement qu'il y a une paupérisation du quartier. Ça s'est constaté, ça s'est peut-être un peu accéléré aussi après le Covid, donc de grandes situations de précarité, avec aussi un phénomène de santé mentale qui est de plus en plus présent. Et donc là aussi, il y a vraiment une nécessité de faire un travail au niveau fédéral par rapport à cela. Santé mentale, ça veut dire qu'on peut intervenir comment? On sait qu'il y a des maraudes, qu'il y a un fermier de rue, qu'il y a des SDF qui font du travail de terrain. Ils peuvent réussir à convaincre une personne en rue d'avoir un suivi psychologique. Alors, ou c'est difficile? On a des organismes communaux et des associations qui sont présentes sur le terrain, qui font ce travail. On est vraiment en train de mettre en place une amélioration encore des concertations et du travail commun entre les services communaux, la police locale et les associations pour vraiment renforcer la connaissance des actions et des missions qui sont faites par les différents organismes et renforcer les collaborations, les complémentarités entre ces différents acteurs pour pouvoir répondre notamment aux problématiques de vulnérabilité et de santé mentale pour envoyer les gens vers les endroits où on peut les aider. Ouais. Travailleurs sociaux, travailleurs de rue, travailleurs de la santé, ils peuvent intervenir dans ce quartier ou il faut les accompagner avec des policiers? Ils peuvent intervenir, mais ils donnent des signaux d'alerte aussi, tout comme tout autre professionnel qui se trouve dans le quartier, même les policiers. Je veux dire, ce n'est pas toujours un quartier évident. Et donc, c'est vraiment un quartier dans lequel tout le monde qui travaille doit se concerter et doit se parler et échanger pour être plus efficace. On va essayer de trouver, de voir s'il y a des solutions. On a interdit la vente d'alcool nocturne dans ce quartier. Est-ce que ça marche? C'est toujours d'application. Est-ce que ça porte ses fruits? Est-ce qu'on constate des effets? Cécile Jodogne. Alors, il y a des effets parfois immédiats. C'est surtout une manière pour les policiers de pouvoir intervenir à un moment donné quand, effectivement, il y a visiblement quelqu'un qui est en état d'ébriété, qui consomme, on lui renverse. Mais de nouveau, c'est une mesure qui est un peu dissuasive, mais qui est facilement contournable. Et donc, ça reste Mais aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on a fermé les cafés, les débits de boissons en soirée. Donc non, ils ne peuvent plus vendre d'alcool. On ne peut pas. Donc, mais effectivement, je me dis parfois qu'on y réfléchit un petit peu, de se dire de fermer effectivement les commerces, que ce soit les librairies entre guillemets ou autres, pour permettre à un moment donné de dire ok, pendant la pleine nuit, il n'y a plus cette possibilité d'aller se réapprovisionner. C'est une solution, je pense qu'il faut... Donc une fermeture pure et simple, par exemple des agences de Paris et de ce genre de commerce. Tous ceux qui restent ouverts la nuit et qui effectivement, pour certains d'entre eux, je ne vais pas généraliser, mais sont effectivement un lieu de rendez-vous, mais aussi un lieu qui suscite à alimenter il y aura des regroupements, éventuellement un petit peu de deal ou des choses de ce genre-là. Certainement, et donc en effet, ce sont toutes des pistes qui sont sur la table. Vous seriez demandeur de la fermeture de ce genre de lieu, Olivier Sloss? De ce genre de lieu, oui. Je crois que cette partie de la phrase est très importante. Alors définissons les lieux. En fait, il y a des lieux qui aujourd'hui utilisent des subterfuges pour contourner la loi et de faire autre chose que ce qui est leur activité légitime. Mais voilà, c'est légalement parfois possible, mais donc il y a des librairies qui vendent de l'alcool, il y a des night shops qui vendent des choses qu'on pourrait acheter dans un bricot, façon de parler, mais qui sont en même temps des outils pour
produire des stupéfiants. Et donc, il y a quand même des commerces qui, vivent sur des activités qui sont néfastes pour ce secteur-là, en tout cas. Et donc là, il faut bien viser. Et la preuve, il y a quelques mois, effectivement, on a fermé un établissement, un café, mais où les stupéfiants étaient dans un grand bol sur le comptoir. Donc, et il y a un effet immédiat sur l'environnement, en tout cas. La police administrative, donc des fermetures comme celles qui sont là, ou des arrêtés du bourgmestre, sont des outils qui, je pense, sont essentiels. Mais à nouveau, une mesure structurelle, j'ai écrit au ministre compétent fédéral en disant mais est-ce qu'on peut éclaircir ce statut des librairies qui font de la concurrence déloyale à d'autres commerces, qui n'ont aucune ou peu, il y a eu quelques nouvelles règles, mais donc qui contournent en effet et qui ont des subterfuges qui font que ça alimente un comportement qui n'est pas souhaitable. Je reste un instant sur ces commerces. Quand un commerce est soupçonné de blanchiment dans la zone nord, à Scarbeck, on le ferme ? Alors, on le ferme s'il contrevient à différentes réglementations, notamment les ventes d'alcool, le stockage de gaz hilarant, le non-respect d'horaires et des choses comme ça. Au niveau du blanchiment, au niveau administratif, nous n'avons pas la capacité, et je pense que M. Sloss pourra répondre qu'au niveau de la police aussi, on n'a pas la capacité d'enquêter et de savoir. Alors, c'est vrai que la ministre de l'Intérieur travaille sur un projet qui donnerait au bourgmestre plus de possibilités dans ce cadre-là, mais non seulement ce n'est pas encore passé au niveau du Parlement, mais en plus, on est quand même de très nombreux bourgmestres à avoir tiré la sonnette d'alarme en disant, écoutez, on n'est absolument pas en capacité de gérer ça au niveau des bourgmestres. Et moi, je ne suis pas un juge. Donc ça, c'est le danger de l'arbitraire. Il faut réussir à fermer en ayant des bonnes informations et une base juridique solide. Oui, et surtout aussi ne pas se tromper de cible. C'est ce que je disais là tantôt. Notre approche est aussi, vise aussi de renforcer quelque part les alliés et les ressources positives dans le secteur. Et parfois, le requin est une ressource aussi, parce que c'est une forme de contrôle social aussi. Et donc, fermer tout le monde à partir d'une certaine heure, parfois, on risque de créer autant de problèmes qu'on en résout. Mais aussi parfois d'aliéner des gens qui pourraient être des alliés dans la construction de la sécurité, qui est plus que ce que la police fait. Voilà, et une ville morte, c'est pas forcément l'endroit où on a envie de vivre, et c'est pas l'historique notamment de ce quartier-là. Je voudrais qu'on écoute un autre témoignage, toujours enregistré le 28 mars par mail à Nord-du-Seine. C'est un commerçant, il s'appelle Ertugrul Afşi, et il affirmait ce jour-là qu'il envisageait de fermer son magasin. Il est commerçant près de la rue de Brabant, et il disait même la rue de Brabant, c'est le Texas. Après 7-8 heures, il ne faut pas sortir. Ils prennent le portefeuille, ils tapent, ils ont à 2, à 3 et on n'a pas de sécurité. Les clients, ils ont peur aussi de venir rue de Brabant. Sûrement les clients qui ne connaissent pas un peu ici rue de Brabant avec le problème et tout ça, ils viennent. Les clients qui attendent le problème, ils ne viennent jamais, c'est fini. Je connais beaucoup de gens des ministères et tout ça, bureau de plaques et tout ça, ils ne viennent plus, c'est fini. Ils disent, nous on ne passe plus, c'est fini là-bas. Même j'appelle la police, voilà, ce monsieur, il a volé le valise, il a volé mon sac à dos, il a volé des briquets, il rattrape. 2 minutes après, il vient me menacer. Il dit, je vais brûler ton magasin, je vais casser ton magasin, je vais faire ça, je vais faire ça. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Qu'est-ce que nous, si les policiers, ils font, ils veulent, ils ne savent pas arrêter le voleur, comment nous, on va arrêter le voleur? On ne sait pas arrêter le voleur. Olivier Sloss, si le policier n'arrive pas à arrêter le voleur, ou il l'arrête et finalement il est remis en liberté quelques heures plus tard, c'est un problème sans fin. C'est un constat relativement sombre quand même qui est dressé par ce commerçant. Je crois qu'effectivement, c'est des situations qu'on rencontre nous-mêmes aussi sur ce secteur. On intervient pour des comportements parfois vis-à-vis de la police. Et par après, on est confronté aux mêmes personnes dans le secteur. Et donc, c'est insécurisant pour tout le monde. Et surtout aussi, c'est difficile parfois pour les policiers de retrouver le sens dans ce qu'ils font, puisqu'ils voient une absence de suivi. Je ne dis pas que tout le monde doit être mis en cellule, mais une réaction est importante. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les magistrats à qui on transfère les dossiers ne sont pas assez sévères, ou qu'il y a des failles dans notre législation qui ne permettent pas d'éloigner des personnes ou de les garder en détention? Je crois qu'au niveau de la justice, il faut... je rejoins ce que Mme Jodoni a dit, c'est que tout le monde doit avoir les moyens, doit faire son travail, mais doit avoir les moyens de faire son travail. Et on a pu prendre connaissance de la communication des mesures de crise du parquet, même si
suite on notamment abandonne un certain nombre au de meurtre, poursuites, à l'assassinat de Thomas Montjoie. Il y a un magistrat de référence qui a été mis en place, donc une certaine amélioration dans la recherche de la réponse adaptée à un comportement a été observée. Néanmoins, des failles dans le système, je dirais que aujourd'hui, la personne qui n'a rien et qui n'apparaît sur aucun radar, qui n'a pas de dossier, par exemple, non, mais qui n'a pas le document pour résider en Belgique, qui en plus n'est pas expulsable parce que l'autre pays ne l'accepte pas, ces personnes-là, qui constituent quand même un sérieux groupe à Bruxelles, tombent dans toutes les mailles du système. Et donc, en fait, le système fonctionne un peu aussi par la peur de perdre quelque chose. Mais si on n'a rien, là, je constate que le système reste un peu sans réponse. Oui. Et je crois que là, c'est vraiment Quand on n'a rien à perdre, c'est ça que vous voulez nous dire. Exactement. On peut commettre des petits délits, oui. On sait qu'on n'est pas expulsable. Mais parce qu'on ne va rien perdre. Donc voilà. Et là, je reviens avec ce que je disais là tantôt, la précarité. Et je l'ai déjà dit avant, mais je le répète parce que je crois que c'est quand même important. On peut dire que c'est un secteur compliqué, mais parfois les trucs sont simples aussi. Et donc, quand je parle avec mes policiers dans ce commissariat, ils me disent, parfois il y a des gens qui se font arrêter parce que se faire arrêter, ça veut dire accès à des sanitaires, un repas, une cellule qui constitue pour eux une forme de sécurité, même si la porte est fermée de l'extérieur. Hein. Donc il y a des gens qui, au moment qu'ils peuvent être libérés, si c'est une arrestation administrative, disent non, je veux rester encore un peu, et si je dois sortir, je vais casser une voiture, parce que comme ça, tu dois m'arrêter de nouveau. Et donc, il y a vraiment un groupe qui instrumentalise aussi le système, quelque part, notre organisation, qui ne sert pas à ça. Elle ne sert pas à ça. Ouais. C'est quoi la réponse à ce qu'on vient de dire, Cécile Jodogne ? Et comment on rassure les commerçants, parce que ce commerçant rue Brabant, il nous disait aussi dans l'interview, moi j'envisage d'arrêter. Bon, alors effectivement, on ne peut pas nier qu'il y a des soucis, qu'il y a, on l'a dit, un sentiment d'insécurité qui existe. Maintenant, j'étais à la braderie, journée du client, il y a 2 semaines, c'était bondé, les commerçants étaient contents, c'est une belle journée, donc il ne faut pas non plus se dire que c'est un endroit où on ne doit plus venir faire ses courses. Alors peut-être moins quand tout est fermé, quand les magasins sont fermés. Donc voilà, je crois qu'il faut... Donc en journée, on peut y avoir une activité commerciale. Ouais. Oui. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'incident, mais je pense qu'avenue à Toison d'Or, du pickpocket, ça existe aussi. Mais donc, je crois que ce qui est vraiment important, c'est effectivement, il faut amener des solutions structurelles. Donc, on l'a dit, on le répète, au niveau de la justice, au niveau de la politique migratoire, au niveau de la police, au niveau de la santé mentale aussi. Il faut qu'il y ait plus de moyens. Il y a des sonnettes d'alarme qui sont tirées là régulièrement aussi. Mais il y a aussi, ensemble, tous les acteurs de terrain, depuis la police, en passant par la commune, le service prévention, les services qui, justement, font un travail de maraude, ou les acteurs de terrain, l'association des commerçants notamment, qui est très active. Il faut qu'ensemble, on mette sur pied, et c'est ça qu'on travaille, des solutions où on travaille tous ensemble au sentiment de sécurité. Une dernière question, c'est la question des effectifs. Où est-ce que vous en êtes des effectifs dans la zone de police Olivier Sloss ? Est-ce qu'il vous en faut plus ? Est-ce qu'il vous en manque ? Combien il vous en manque ? Et est-ce qu'il y a suffisamment aussi de policiers fédéraux à la gare du Nord aujourd'hui ou pas ? Beaucoup de questions. Et une réponse rapide ? Réponse rapide, c'est que j'aimerais bien avoir plus de policiers, à condition que le restant du système, les autres institutions, organisations, etc., soient renforcés aussi. Ouais. Donc, c'est pas que des policiers en plus. Du social, santé mentale, justice, etc. Parce que sinon, à quoi ça sert d'avoir des policiers ? Et les policiers ne vont pas faire le travail des autres, mais c'est quelque chose dans lequel ils sont attirés parce qu'il y a parfois des absences. Quand il y a des failles ailleurs, c'est vous qui devez combler les failles. Il y a parfois ça, parfois aussi la réduction d'une problématique à sa simple dimension sécuritaire, tandis qu'il y a d'autres dimensions à ça, à suétude, santé mentale. Pour terminer, la zone, le conseil de police, donc les 3 bourgmestres ont proposé au conseil de police d'avoir une augmentation du budget pour pouvoir engager une dizaine de policiers supplémentaires, avec d'autres mesures aussi, spécifiquement aussi pour répondre à l'enjeu du quartier Nord. C'est-à-dire que les 3 communes, donc même et Vert, ont décidé que c'était un enjeu essentiel et important sur lequel il faut continuer à travailler. Merci Cécile Jodogne, bourgmestre faisant fonction, Olivier Sloss, chef de corps de la police Nord. Demain, dans Plus d'Actu, on débattra de la décroissance. Est-ce qu'il faut oser ce débat ? À quoi ressemblerait notre économie si on allait dans cette direction ? On en débattra avec Philippe Ledan, économiste d'ING, et Christophe Merians, membre de Degrowth Belgium. Donc décroissance demain soir. Et demain matin, dans notre matinale Bonjour Bruxelles, on recevra notamment Hicham Tali et David Lester. Continuez à bien vous informer et à demain.